Votre grâce est sur les dents. Chapitre 9. Palabres et catacombes. Falco ne saurait dire combien de temps ils avaient marché. Avoir neutralisé 2 lycanthropes dans la tanière ne garantissait pas une grande sécurité. D'autres pouvaient surgir à tout instant. Sans ralentir le pas, Olwen Guénolé et lui avançaient dans d'étranges boyaux rocheux irréguliers dont les orientations semblaient échapper à toute logique. Si Falco soupçonnait qu'il s'agisse des catacombes, dans lesquelles la cour des miracles continuait de couler des jours heureux, il ignorait que de tels souterrains puissent avoir des ramifications aussi occidentales. L'atmosphère était froide, humide, et les vêtements que Falco avait sur le dos n'étaient toujours pas secs. Olwen Guénolé et lui étaient contraints de marcher dans de l'eau brunâtre et glacée qui leur montait parfois jusqu'aux mollets. Le sol était de temps à autre composé d'ossements craquant de manière horrible sous leurs pas. La chercheuse, si elle s'était émerveillée sur la quasi-totalité des dessins et des gravures sans âge qui ponctuaient les murs, commençait à montrer quelques signes de fatigue. La pauvre ne devait point être habituée à de telles tribulations. Toutefois, malgré l'épuisement, son entrain ne semblait pas avoir été entamé. Quant à Falco, il en avait assez d'errer dans le noir comme un fantôme. Selon ses estimations, ils avaient marché vers l'est, mais il n'y avait aucun moyen d'en être certain. En outre, il n'avait aucune idée du laps de temps qui s'était écoulé depuis que l'universitaire et lui avaient commencé leur équipée nocturne. « Savez-vous où nous sommes » demanda Olwen, rompant le silence caverneux. « Nous devrions avoir marché vers le centre de la ville. J'escompte trouver un passage nous permettant de remonter un peu. Si nous atteignons les égouts, nous pourrons tenter de trouver un moyen de sortir. » « Bien. Et combien de temps cela prendra-t-il » se renseigna-t-elle. Elle semblait ne pas plaisanter, et son innocence passait un baume exquis sur l'irritabilité de sa question. « Aussi peu que possible, j'espère. Au fait, très pertinente votre intervention de tout à l'heure. » Falco faisait allusion à son sauvetage in extremis et au matraquage sans vergogne opéré par l'universitaire sur la femme louve. « Je vous avoue que j'étais loin de me douter que vous dissimuliez des armes dans des cachettes si... sûres. » Elle le gratifia d'un sourire timide, comme si la remarque de Falco avait été un compliment galant. « Il s'agissait sans doute de la chef de meute, » reprit-elle. « Sans cela, le mâle, enfin celui dont vous vous êtes occupé, n'aurait jamais accepté d'obéir aux ordres d'une femelle. » Intéressant. Je crains que beaucoup d'humains soient semblables à ces créatures sur ce point. Que pensez-vous de ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, au sujet d'un accord secret avec le Maes ? Demanda la jeune chercheuse. Par réflexe, Falco passa la main sur la poche dans laquelle il avait mis le mystérieux papier pris à la hâte dans l'antre des lycanthropes. La note n'avait pas bougé, mais il la consulterait plus tard, au calme et au sec. J'en pense que Frossa va devoir s'expliquer. Si tout cela est vrai, il nous a envoyés dans un traquenard en toute connaissance de cause. Justement, ne trouvez-vous pas ça étrange ? Envoyer son meilleur agent et, loin de moi l'idée de me jeter des fleurs, une collaboratrice de taille, dans un tel guet-apens ? Certes, ça n'a guère de sens. Cependant, bien que je n'ai aucun doute sur vos compétences, je crains ne pas être le meilleur agent du bureau, mademoiselle. Ceci dit, je vous remercie du compliment. Falco prisait l'humilité. « Qu'allez-vous croire » interpella la jeune femme. « Je n'accepte pas de collaborer avec n'importe qui. Je me suis renseigné avant de travailler avec vous, et figurez-vous que tout le département vous tient en haute estime. » Falco fut surpris. C'était bien le dernier endroit où il s'attendait à ressentir un tel sentiment de fierté. « Je fais simplement mon travail. » Votre modestie vous honore. Dans tous les cas, vous ne pouvez nier l'étrangeté de notre mission au vu des tractations entre le ministère et les loups. Si tractations il y a, précisa Falco, nous ne devons pas exclure la possibilité d'une taupe agissant à l'insu de ce cher Bertrand Frossa. À peine eut-il achevé sa phrase qu'une fourche se dessina dans l'obscurité. 3 couloirs semblables en tout point, étroits et taillés grossièrement, se perdant tous dans les ténèbres. Un choix entre Charybde et Scylla. Falco s'arrêta pour essayer de trouver un indice quant à leur destination respective. Comment savoir ? Tout portait à croire que celui de gauche partait vers le nord, que le central continuait vers l'est, et que le dernier partait au sud. Il tendit l'oreille, décidant de solliciter son excellent ouïe. Aucun bruit, même lointain, ne se répercutait contre les parois. Il cria quelques monosyllabes et écouta leurs répercussions. Le chemin central semblait légèrement se distinguer. Peut-être s'élargissait-il, ou bien menait vers une autre salle. Falco décida donc, faute de mieux, d'opter pour celui-ci. Son flair ne l'avait point détrompé, et à leur grande joie, le couloir s'élargissait de plus en plus. Ils passèrent à côté d'un macabre spectacle, éclairé par le faisceau lumineux de la lampe. Au cœur d'une assez grande pièce circulaire se trouvait une sorte de gros pilier constitué d'os humains soigneusement empilés.
Le plus déstabilisant étaient les crânes, qui semblaient tous les accueillir avec un horrible sourire. Olwen Guénolé eut un frisson devant ce spectacle. Falco se fit un devoir de la rassurer. « C'est bon signe. Nous devons être dans les catacombes. Elles sont un immense ossuaire. Plus les os sont rangés, et plus, selon toute vraisemblance, nous sommes proches d'une issue. » Il se garda bien de dire que les tressautements de plus en plus fréquents de son tube à lumière laissaient entrevoir les pires ennuis. Ils poursuivirent quelque temps, sans rencontrer âme qui vive. Ceci dit, les signes d'activité humaine se multipliaient. Au détour d'un couloir, un escalier apparut enfin. La lampe mourante éclairait une bonne dizaine de marches hautes et grossièrement taillées. Olwen, dont l'épuisement avait fardé les traits, non sans charme, sembla ragaillardi par cette découverte. Falco aussi, mais sans sauter de l'esprit que cela pouvait très bien les conduire nulle part. L'escalier menait à une porte qui ouvrait sur un endroit sinistre, où une odeur infecte régnait sans partage. Une sorte de quai d'un peu plus d'1 mètre de large s'achevait sur une rivière sombre et nauséabonde. Son cours lent et visqueux, d'un brun verdâtre, était éclairé de part et d'autre par des lueurs blafardes émanant du plafond. Elle n'était pas sans rappeler la lumière du jour. Tout prenait sens, ils étaient dans les égouts. Jamais Falco n'aurait pensé ressentir un tel sentiment de joie à la vue d'un si immonde spectacle. Olwen Guénolé le prit au dépourvu en se jetant dans ses bras. Il sentit son petit corps souple se serrer contre le sien, mais à peine eut-il compris ce qu'elle faisait que la chercheuse se retira. « Veuillez m'excuser, je me suis laissé emporter par l'émotion », balbutia-t-elle en reprenant ses esprits. Le pourpre de ses joues ne parvenait pas à masquer ses taches de rousseur. « Il n'y a pas de mal, je comprends, mais nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. » La belle Bretonne se ressaisit en un instant. « Oui, vous avez raison, nous soufflerons une fois dehors. » Souffler, elle avait de beaux euphémismes. « Et ceci ne devrait point être trop long, » renchérit Falco. « Regardez !» Les reflets verdâtres de la lumière sur l'eau fétide éclairaient une inscription sur le mur d'en face, laquelle indiquait « Place Vendôme ». Ils étaient juste au-dessous des trottoirs du 8e arrondissement. À côté des lettres taillées, une échelle aux barreaux rouillés menait à la surface. Ils n'eurent qu'à emprunter une passerelle de fer qui enjambait l'immonde rivière pour l'atteindre. Falco passa le premier, soulevant avec précaution la dalle de fonte circulaire qui obstruait le passage vers le monde des vivants. Une délicieuse lumière pâle se déversa sur lui. Ébloui, il dut baisser vivement la tête pour éviter un fiacre avant de sortir et d'aider Olwen à faire de même. Il reboucha l'ouverture, soulagé. Ils avaient émergé juste en face du numéro 23 de la place Vendôme. De par les regards suspicieux des passants, Falco présuma que leur allure devait être des plus étranges. Lui en chemise sale marquée par une déchirure, des traces de sang sur son torse, à la main le gantelet de chevalier qu'il n'avait toujours pas quitté et la crosse blanche de son pistolet dépassant de sa ceinture. Et Olwen, avec sa tenue d'aventurière en retour d'expédition, était dans un état de propreté similaire, le chignon complètement défait et son sac à main rempli à ras-bord de tubes à essai. Falco resserra sa cravate avec amertume. Malheureusement, dans leur fuite, il avait perdu la pince d'argent ciselée pour la faire tenir à sa chemise. Malgré l'épuisement, il ressentait un immense soulagement. Il semblerait que nous soyons tirés d'affaire pour cette fois. Permettez que, selon l'heure, je vous invite à déjeuner ou pour le thé, que nous puissions conclure notre soirée en beauté. Olwen le dévisagea. Il est vrai que la proposition avait tout de la boutade dans une telle situation. « Mon hôtel n'est pas loin », ajouta Falco pour la convaincre. « Je l'espère pour vous. » Il n'y avait qu'à traverser la place et prendre la rue Castiglione pour se retrouver au Meurice. Le restaurant ne servait pas car il se trouvait qu'il était 16h30. Mais Olwen et Falco s'accordèrent au bar une collation dûment méritée. Que de contraste entre eux et les gens de bonne société qui prenaient leur thé dans une salle aux boiseries claires et dorures de goût. Cette décoration n'était d'ailleurs pas sans rappeler à Falco la salle à manger de son manoir. Olwen Guénolé ne semblait pas vraiment à l'aise dans ce lieu, mais Falco, en authentique gentleman, la détendit du mieux qu'il put. Le café français qu'il lui avait commandé lui donna un prompt renfort dans cette entreprise. Après quelques canapés et des petits gâteaux, il parvint à convaincre la chercheuse de lui permettre de commander un fiacre jusqu'à son hôtel plutôt que de la laisser rentrer en omnibus. De son côté, il prit la direction de sa suite, sans oublier de faire une halte devant la réception pour consulter ses messages. Le réceptionniste de service était le même que celui qui l'avait vu rentrer la nuit de son infortunée soirée à l'ambassade russe. Décidément, il allait le prendre pour un excentrique amateur d'acrobatie dans la fange. Naturellement, il y avait des messages de Bertrand Frossat. Le premier, arrivé dans la matinée, lui mandait de prendre contact dès son retour. Un deuxième était daté du début d'après-midi, encore plus pressant. Le dernier, qui laissait transpirer une détresse toute cornélienne, était arrivé pendant qu'Olwen et Falco prenaient leur collation. La lecture arracha un sourire à Falco.
Il imaginait le directeur au bord de l'infarctus derrière son bureau. Et dire que Frossa pouvait avoir magouillé avec des lycanthropes, bien que cette hypothèse soit fort peu crédible, Falco ne se résignait pas à l'abandonner sans l'avoir vérifié. Son métier de mercenaire du ministère invisible lui avait déjà prouvé que tout était possible. Il y avait un autre message, venant de la belle comtesse russe. Celle-ci s'enquérerait des nouvelles le concernant. Autrement dit, elle tenait sa promesse et voulait une invitation à dîner. Mais étant une véritable femme de la bonne société, elle ne pouvait elle-même suggérer l'invitation. Dans tous les cas, comme Frossa, elle aussi pouvait patienter une nuit. Arrivé dans sa chambre, Falco s'assit sur une banquette face aux fenêtres. Il sentit le papier qu'il avait récupéré la nuit dernière dans la poche de son pantalon. Il le prit et y jeta un coup d'œil. Il s'agissait bien d'un document officiel du bureau. Du moins, ça en avait fichtrement l'air, puisqu'il était tamponné en bonnet du forme et signé de la main de Frossa lui-même. Bon sang, à quoi jouait-il ? Le texte, daté de la fin du printemps dernier, était assez court. Il indiquait que le bureau se félicitait que les lycanthropes aient accepté la proposition. Mais quelle proposition ? De quoi était-il question ? Ces interrogations trouveraient des réponses dès que Falco aurait repris quelque force. Il se déshabilla, résolu à sacrifier ses vêtements fichus, et se fit préparer un bain brûlant dans sa salle de bain personnelle depuis laquelle il pouvait admirer le jardin des Tuileries. En sortant, il se sentit comme neuf, mais en se séchant, le miroir lui rappela que ses dernières heures avaient été rudes. Il se prit toutefois à songer que les profondes griffures qui marbraient son torse lui donnaient un certain charme, de belles cicatrices en devenir qui ne manqueraient pas de faire leur effet au moment venu. La fatigue ne tarda pas à le rattraper. À l'heure des poules, il tomba de sommeil sitôt qu'il s'effondra dans ses édredons, le bulldog chargé à portée de main. Depuis combien de temps toquait-on à la porte ? Falco ne le savait pas. Ce qui était certain, c'est que ça l'avait réveillé. Il alluma sa lampe à huile et jeta un coup d'œil à la petite pendule style Louis XV posée sur sa table de nuit. 1h30 du matin. Il enfila sa robe de chambre en soie et saisit son pistolet. Les visites nocturnes étaient de 3 sortes. Romantiques, affaires ou criminelles. Parfois même les 3 à la fois. Il se leva silencieusement tandis qu'on continuait à toquer, prenant soin de se placer sur le côté de la porte, son arme à la main. « Qui est-ce » La réponse fut quasi immédiate. « Ah, enfin, Toustin ! Qu'attendez-vous pour me laisser rentrer ?» Il reconnut sans peine la voix de Frossa, étouffée par le bois. Bon sang, il avait bien choisi son moment. Falco ouvrit à contre-cœur la porte sur la silhouette inimitable et pataude du directeur de la section francilienne du Maes. « Si vous envisagez de me tuer, je vous en conjure, n'utilisez plus la méthode du silence de mort !» fit ce dernier, le sourcil haussé par les reproches. Il reprit en voyant le pistolet au poing de Falco. « Ah, je vois que vous avez déjà trouvé une alternative. »« Ne faites pas attention, » rassura Falco en abaissant l'arme. « Je vous en prie, entrez, » poursuivit-il en sonnant un garçon de chambre. L'heure tardive ne dispensait pas de courtoisie. Il posa son pistolet sur la table basse. « Vous n'avez pas vu mes billets ?» questionna le directeur. « Le temps m'a manqué pour vous répondre. Nous ne sommes revenus de mission qu'en fin d'après-midi. On ne vous a pas averti ?»« Dame, mais qu'avez-vous donc fait depuis hier soir ? Et comment se porte mademoiselle Guénolé ?»« J'espère qu'elle passe une meilleure nuit que moi. Asseyez-vous, car il y en a pour un certain temps. » Falco désigna à Bertrand Frossa un élégant fauteuil. Le garçon, un jeune rouquin imberbe, toqua puis entra après l'autorisation de Falco. Le directeur commanda un double cointreau. Falco prit un grog, compagnon idéal des parenthèses nocturnes. Bien qu'il aurait préféré faire cela dans un autre contexte, il décida d'entrer dans le vif du sujet et de confronter le directeur. Plus vite les zones d'ombre seraient éclaircies, plus vite il retournerait se coucher. « Vous êtes un cachotier, mon cher Frossa, » commença-t-il. « Pardon ?» s'étonna le directeur. Le foyer lycanthrope était bien en bois de Boulogne. On peut y accéder en passant sous la grande cascade. Enfin, il m'a semblé qu'il y avait une porte. Nous n'avons pas eu le loisir d'entrer en pleine possession de le moyen, voyez-vous ? En tout cas, c'est bien ce clan qui a fait le coup à l'ambassade. Formidable ! Vous avez trouvé leur repère. Des mois que nos agents tournaient en rond là-bas. Les Russes vont être contents. Depuis l'attaque, ils n'arrêtent pas de nous presser comme des citrons pour avoir la tête des coupables. Avez-vous rencontré leur chef ? Oui. Enfin, je suppose que ça l'était. Il s'agissait d'une chef. Une femme ? Nous en avons une dans nos fichiers, il me semble. Son nom m'échappe. Il sortit de la poche de sa veste un carnet et un crayon taillé comme un épieu avec lequel il griffonna quelques instants. Cet homme ne s'arrêtait jamais. « Bien, continuez, qu'avez-vous appris ?»« Vous ne vous en doutez pas ?» D'indignation, le directeur faillit en perdre son monocle. « Christy, bien sûr que non. Comment voulez-vous que je le sache ?»« Vous connaissiez ces lycanthropes, puisque vous avez passé un accord avec eux. »« Qu'est-ce que vous me chantez là ? Si accord il y avait, il me semble que je serais au courant, non ?»
Vous pourriez mentir ? Le vieux agita ses moustaches et se redressa, parfaitement offusqué. Il sembla se radoucir, mais pointa sur Falco un gros index accusateur. « Je vous connais. Si vous m'accusez comme ça, c'est que vous avez des raisons valables. Alors allez-y, expliquez-moi ça. » Falco se leva et alla chercher le document qu'il avait soigneusement rangé dans le tiroir de son bureau. Sur ces entrefaites, le garçon revint avec un plateau contenant leur boisson et un assortiment de gâteaux secs. Il le déposa doucement sur la table, prenant soin que pas une goutte ne se fasse la malle. Les deux hommes ne trinquèrent pas. L'atmosphère s'apesantissait davantage à chaque regard qu'ils échangeaient. « J'ai trouvé ceci dans la tanière », annonça Falco en montrant le papier au directeur. Frossa tendit la main, mais Falco ne lui donna pas le papier. « Je préfère vous le lire avant. »« Faites, si ça vous chante, » répondit le directeur, vexé. Tout en lisant, Falco observait les réactions de son vis-à-vis. Au fond, il sentait bien que le vieux directeur ne saisissait pas ce dont il l'accusait. Toutefois, dans sa branche, il ne pouvait rien laisser au hasard. Frossa était quand même suspect. « Il y a une taupe chez nous », conclut le directeur dès que la lecture fut achevée. « Allez, montrez-moi ça maintenant, que je puisse au moins vous dire s'il est authentique. » Falco lui tendit le papier. Le directeur ajusta son monocle et se pencha sur le document. « Qu'est-ce que c'est que cette fumisterie ? Sacrebleu, mais comment ont-ils fait ?» éructa-t-il après avoir longuement parcouru le document. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Tout a l'air authentique. Je comprends tout à fait vos soupçons, soyez-en certains. Mais comprenez bien qu'à ma connaissance, il n'y a aucun accord, même tacite, avec les lycanthropes. Il vaut mieux être en beau terme avec les Russes, du style même être des vampires, plutôt que de frayer avec du menu fretin de banlieue. Et je vous avoue que ceci m'inquiète, car les relations avec Saint-Pétersbourg se refroidissent à toute vitesse depuis le fiasco de la réception à l'ambassade. » Falco avala une gorgée de grog. Frossa fit de même avec son breuvage. « Peut-être s'agit-il d'un travail de sape, » suggéra Falco. « Notre alliance avec les Russes ne fait sûrement pas que des heureux. »« Sans doute, » renchérit le directeur. « Et il va falloir trouver qui ? Je pensais que vous apporteriez des réponses, mais ce sont de nouvelles questions. Le temps d'organiser une perquisition à la tanière de Boulogne, les loups auront largement le temps de se faire la malle. Je vais me renseigner sur cette fameuse femme qui dirige le clan. » Les paroles de la chef de meute concernant un corps qui serait retrouvé revinrent soudainement aux oreilles de Falco. « Dites-moi, commença-t-il, un nouveau meurtre a-t-il été commis ? » ?»« Ne m'en parlez pas. Ce matin, on a retrouvé le corps d'un ouvrier au bord du canal de l'Ourcq. Un type qui travaillait aux abattoirs généraux. Il était seulement amoché. L'œuvre typique des vampires. » Falco laissa un silence pour que le directeur étoffe ses propos. « En plus violent, si les journaux s'emparent de ce crime, vous pouvez être sûr qu'ils vont raconter qu'on zigouille les ouvriers syndiqués pour plaire aux impérialistes de l'Est. Pour l'instant, on limite les dégâts, mais jusqu'à quand ? Les anarchistes et les communistes sont sur les dents. Le ministre de l'Intérieur m'assure que la situation est sous contrôle, mais je n'accorde qu'un crédit limité aux amphigouries de ce hableur. Si on ne fait rien, ce n'est qu'une question de temps avant que les choses ne dégénèrent sérieusement. » La chef de meute m'avait parlé de ce crime, précisa Falco. Elle sous-entendait que les vampires étaient les responsables. « Ça ne fait aucun doute de mon point de vue. Vous a-t-elle dit autre chose ?» Falco ressassa ses souvenirs. « La noyée d'Ivan, ça ne vous dit rien ?»« Absolument pas. C'est un nouvel opéra ?» ?»« Je ne sais pas, mais la chef de meute m'en a parlé. » Frossa nota ces mots dans son calepin. Il reposa sur la table le papier que lui avait donné Falco. « Je ne vais pas souffler sur les braises de vos suspicions en vous demandant d'emmener cela ce soir, » dit Frossa en désignant le document. « Mais amenez-le demain. Nous en ferons des photographies et nous l'analyserons. Il y a forcément un truc. » Falco approuva. Le directeur sembla se rembrunir imperceptiblement. Il pensait sûrement que sa bonne foi allait convaincre son agent de le laisser repartir avec le document. « Quoi qu'il en soit, nous voilà dans un sacré pétrin, » fit le directeur en se relevant. « Nous ne devons pas échouer, sinon c'est la guerre assurée. »« Oui, mais pas avec la Russie, » répondit Falco. « Non pas. Ce sera la guerre civile.